Merci de choisir Medi 1 pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Les ministres maliens et burkinabés ont adressé des courriers communs aux organisations internationales pour appeler à leur responsabilité afin d'empêcher toute intervention militaire au Niger. Cela est intervenu au moment où une délégation conjointe Mali-Burkina s'est rendue à Niamey pour une visite de travail visant à réaffirmer le soutien total des deux pays au CNSP et au peuple du Niger. Le Mali et le Burkina comptent considérer toute agression contre le Niger comme une déclaration de guerre contre eux. Quel risque d'une escalade entre la CEDEAO et ces trois pays? Quel impact de cette union des forces entre le Niger, le Mali et le Burkina pour faire face aux menaces et sanctions de la communauté régionale? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la CEDEAO à l'issue d'un deuxième sommet extraordinaire tenu à Abuja au Nigeria le 10 août dernier. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont ordonné l'activation immédiate de leurs forces en attente pour une potentielle intervention en vue de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Pour sa part, la France a, à travers un communiqué du Quai d'Orsay, indiqué que Paris affirme son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées par la CEDEAO. Toutefois, l'organisation régionale a précisé qu'elle privilégiait une résolution pacifique de la crise au Niger et qu'à cet effet, aucune option qui permettrait de parvenir à ce résultat n'avait été écartée. Comment apprécier ces positions de la CEDEAO face au coup d'État au Niger? Quel scénario possible de l'organisation sous-régionale pour une sortie de crise? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, nous recevons le colonel Seyni Cissé Diop. Vous êtes fondateur du Centre Défense et Sécurité, GS7 Solutions. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir bien voulu me faire participer à cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette première participation à l'émission Le Débrief. Merci également à un habitué de ce plateau, M. Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci Karim également d'être à nouveau avec nous. Merci Daouda. Et Karim, un coup d'État dirigé par le commandant de la garde présidentielle nigérienne a renversé le président Bazoum. Le 26 juillet dernier, le Niger a pourtant connu en 2021 une alternance démocratique entre le président Issoufou et son successeur, le président Bazoum. À l'issue aujourd'hui d'une élection qui avait été organisée, le pays connaît également des avancées dans la lutte contre le terrorisme, même si dans la zone des trois frontières, quand même, on note toujours des attaques sur le plan social, économique, éducatif. Il y avait également des programmes qui étaient en train d'être déroulés par ce président-là qui est Bazoum. Qu'est-ce qui explique donc, selon vous, ce coup d'État de la garde présidentielle contre le président démocratiquement élu Bazoum? Écoutez Daouda, l'argument avancé par le CNSP au pouvoir actuellement, par donc le général Abderrahmane Tchani qui a pris le pouvoir, était qu'il y avait une situation sécuritaire qui nécessitait l'intervention de l'armée. Mais dans tous les cas, il faut considérer que le Niger est un pays quand même qui a été très longtemps confronté à ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois que ce type de situation se passe dans ce pays-là. On a vu que depuis le premier coup d'État contre le président Amani Diori en 1974 par le général Seynou Kounché, il y a eu une autre série de coups d'État qui sont succédés. Bon, mais pour ce coup d'État-ci, il y a un fait majeur. C'est qu'en fait, c'est un membre donc du cercle proche du président Bazoum, en l'occurrence le commandant de la garde présidentielle, qui a relevé le président. On a parlé dans un premier temps de mouvement d'humeur avant effectivement de comprendre qu'il s'agissait effectivement d'un véritable coup d'État qui a été consommé donc. Et dans la nuit même du 26 juillet, là, il y a le chef d'état-major des armées nigériennes qui a fait un communiqué également pour annoncer que l'armée soutenait le coup d'État pour éviter en tout cas un bain de sang entre frères d'armes et également protéger les populations civiles. C'est vrai qu'il y a eu un flottement, disons, les premières heures de ce coup, ou même les premiers jours, parce que les gens avaient considéré que toute l'armée n'était pas derrière en fait cet énième coup de force. Mais en réalité, on a pu voir effectivement, avec le ralliement des autres forces donc de l'armée nigérienne, avec notamment le ralliement de l'ancien chef d'état-major, le général Salifou Modi, et le général
Moussa Salaou Barmou, qui est le chef des forces spéciales, que véritablement le coup d'État a été consommé. Mais toujours est-il qu'il faut considérer dans la situation d'un pays comme le Niger, qui a été quand même un pays phare de la lutte contre, on a pu le dire, le terrorisme, avec un peu le rôle majeur qu'il a pu jouer donc au sein du G5 Sahel, avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. On a pu penser un long moment que le Niger serait peut-être véritablement hors de ce cercle de feu. Et si on reste sur ce point-là, Karim, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ces avancées notées dans cette lutte-là, même si des attaques existent toujours, un autre fait également, comment est-ce que le Niger contribue en tout cas à aider certains pays à libérer des otages retenus par ces groupes terroristes? Est-ce que le timing aujourd'hui de ce coup d'État ne posait pas problème aussi? Oui, bien sûr, le coup d'État surprise plus d'un, parce qu'on effectivement s'était rendu compte que le Niger était quand même sur la bonne voie, dans en tout cas la résolution de beaucoup de problèmes. Mais toujours est-il que certains observateurs ont effectivement remarqué qu'il y avait également dans la gouvernance civile des problèmes que nous allons certainement aborder au cours de cet entretien. Mais de toute façon, il y a eu des erreurs de la part du président Bazoum qui a eu à dire que son armée n'était pas véritablement en mesure de faire face à la rébellion ou aux groupes armés, et que également il y avait, en tout cas au niveau du voisinage, des problèmes qu'il fallait considérer. Donc tout ça constitue un cocktail qui a pu effectivement faire en sorte que cette situation-là. Voilà. Et colonel Diop, les militaires ont nommé un premier ministre civil, Mahaman Lamine Zen, qui a été un ancien ministre des Finances du président Tandian. Un gouvernement de transition de 21 membres a également été mis en place avec 4 militaires et une bonne représentation des femmes également. Ces actes posés ne prouvent-ils pas aussi que le CNSP est décidé aujourd'hui à gouverner le Niger et ne compte pas réinstaller le président déchu comme l'exige la CEDEAO? Bon, moi je pense que dire que le CNSP compte rester à cause de ce gouvernement, moi j'ai le sentiment qu'il compte garder le pouvoir, surtout quand on voit ce qui s'est passé dans les pays voisins, qui me semble être un peu les références. Vous avez dit tantôt que les délégations se sont rencontrées. Et puis, comme vous avez dit, avec l'évolution, avec la nomination du Premier ministre et ce gouvernement qui compte aussi bien des civils que des militaires et des femmes, comme vous avez dit, moi je pense qu'à mon avis, qu'ils ne sont pas prêts à lâcher, disons, le pouvoir, quoi. En dehors un peu de toutes les raisons qu'ils ont invoquées, donc comme dit Karim, là, que je salue au passage, dont nous allons parler tout à l'heure. Moi je pense que les voyants prendre ces postures politiques même, avec la nomination de ce gouvernement, je pense que ils ont l'intention de rester au pouvoir, comme on fait un peu leurs voisins quand on va le Burkina à côté, le Burkina, le Mali, mais alors encore plus loin, la Guinée également. Et tout ça s'est passé très très récemment. Donc, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas encore entrer tout dans l'histoire. Et s'ils restent aujourd'hui au pouvoir, ils vont devoir gouverner. Et déjà, le pays fait face à une situation compliquée avec les sanctions économiques et financières, en plus des sanctions politiques infligées par la CEDEAO. Aujourd'hui, quelles devraient être donc les priorités, en tout cas, de cette équipe qui serait à la tête de ce pays-là, ou bien qui est à la tête de ce pays-là? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, ils vont faire face à des sanctions. Les sanctions ont déjà été déclenchées. Eux aussi, ils ont réagi également en fermant l'espace aérien, ce qui crée beaucoup de problèmes à toutes ces compagnies-là qui traversent leur ciel. Ça fait, disons, tout le monde y perd. Moi, je pense que la posture de ces nouveaux gouvernants, sans juger de leur légitimité ou autre, je pense que consistera à dialoguer. À ne pas briser l'équilibre, à dialoguer avec la CEDEAO comme firent les autres. Je ne dis pas ici que je soutiens le coup, non. Je suis juste en train de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ménager le faible équilibre sécuritaire, surtout qui prévaut dans la région. Vous l'avez dit tantôt, dans la région, surtout des 3 frontières qu'ils partagent avec le Burkina et le Mali, n'est-ce pas? La zone du Liptako-Gourma. La zone du Liptako-Gourma, donc la zone de Tillabéri, où j'ai eu la chance de visiter il y a 2 années en tant que formateur des Nations Unies, quoi. On était à côté. Moi, je pense qu'ils doivent privilégier le dialogue. Continuer le dialogue avec la CEDEAO, c'est obligatoire. Et le dialogue, et faire tout pour éviter la confrontation. Et c'est là où également la CEDEAO doit aussi tenir compte un peu de ça.
Éviter la confrontation, mais éviter également l'isolement au-delà de la CEDEAO, mais aussi des partenaires régionaux et internationaux. Mais absolument, éviter l'isolement, d'autant plus que beaucoup de pays ont des intérêts là-bas. Moi, je leur conseille de ne pas briser même l'équilibre dans les relations économiques. Je vais pas, par exemple, tout le monde sait ce que ça signifie la zone nord. Je parle de Arlit, c'est pas tellement le nord, c'est juste au nord, le petit nord, disons. Tout ce qu'il y a comme uranium, comme intérêt, comme gaz, comme pétrole dans ces régions. Moi, je pense qu'ils doivent continuer à garder les relations, le dialogue avec leurs partenaires internationaux pour pouvoir ensuite dialoguer de manière, disons, à pouvoir, en tout cas, je crois que l'objectif, c'est de garder, de ne pas fragiliser encore, disons, la situation qui est déjà assez fragile. Et d'éviter aussi que cela impacte davantage les populations civiles nigériennes. Et Karim, que pensez-vous aussi de cette union des forces entre le Mali, le Burkina et le Niger pour faire face à ces menaces et sanctions de la CEDEAO? Bon, vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est globalement 2 700 000 km². Et à la Guinée également qui dénonce en tout cas les sanctions économiques, qui compte apporter son soutien également à ce pays-là qui est le Niger, mais en tout cas pas une position affirmée ou claire sur ce qui est d'un engagement militaire. Très bien, donc ces trois pays, 2 700 000 km², avec la Guinée certainement 3 millions de km², ce qui représente plus de la moitié de l'ensemble de l'espace CEDEAO. C'est important. Et 4 pays sur les 15. 4 pays sur les 15 et 4 pays également qui comptent, hein, même si effectivement quand on considère l'indice de développement humain, on peut toujours objecter que bon, ce sont des pays qui sont peut-être à un rang peu enviable, mais dans tous les cas, je pense que la CEDEAO n'a pas besoin de ce type de situation. Je pense que au niveau de la Guinée, le CNRD l'a souligné, cette situation de fait, avec l'éventualité d'une intervention militaire, entraînerait de fait la dislocation de la CEDEAO, c'est évident. Mais vous savez, ces pays en constituant un front commun risquent, je ne parle même pas de l'intégration économique, qui est quelque part, disons, chahutée, mais risquent de porter un coup dur à toute l'économie régionale et au-delà à l'économie continentale. Je m'explique. Vous savez, la CEDEAO, c'est vrai, a une vocation disons, d'intégration économique, mais il y a des arrière-pensées d'identification du développement au plan, disons, socio-économique, c'est vrai, mais à tous les niveaux, pour permettre en sorte que toutes les populations de toute cette bande sahélo-sahélienne puissent tirer des subsides, en tout cas de cette économie qui doit être, disons, en premier lieu aux populations. Mais pour aller, en fait, plus, disons, loin dans l'explication, je dirais que, quelque part, il y a eu des initiatives que ces trois pays ont menées, non pas au plan sécuritaire, pour un peu contrer, disons, l'action des groupes armés, mais au plan purement économique. Et de ce point de vue-là, même la France ou l'Union européenne d'une manière générale avaient apporté leur soutien dans la zone des trois frontières, le colonel Diop l'a rappelé tout à l'heure, qui constitue une zone de plus de 300 000 km². Vous le rappeliez tout à l'heure, la CEDEAO est certes une organisation ou bien une communauté économique régionale, mais qui a également vocation à intervenir en matière de prévention des conflits, de préservation également de la bonne gouvernance, de la démocratie et autres. Avez-vous aussi senti l'organisation pour ce qui est de la menace qui sévit depuis plusieurs années aussi au Sahel, à savoir la question de la menace terroriste? Oui, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que vous savez, déjà dès 2004, la CEDEAO avait esquissé la mise en place d'une force régionale, d'une force en attente, pour éventuellement contrer cela. C'est par la suite qu'il y a eu cette, disons, décision prise à Bissau par les chefs d'état-major et cautionnée par les chefs d'État de mettre en place une force qui devrait réagir contre les putschs, les coups d'État. Mais de ce point de vue-là également, il y a un problème que les gens posent souvent. Est-ce qu'il ne s'agirait pas également pour la CEDEAO de faire en sorte que les réformes soient menées à bon port et que également au niveau du protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie, de faire en sorte que les coups d'État constitutionnels puissent être, disons, examinés?
Mon colonel, après avoir qualifié de déclaration de guerre toute intervention militaire au Niger, Bamako et Ouagadougou ont dépêché une mission conjointe à Niamey pour réitérer leur position et se dire prêts à rester aux côtés des autorités du CNSP. Ces positions maliennes et burkinabées peuvent-elles impacter aujourd'hui sur les décisions de la CEDEAO? Je pense que ces positions vont impacter. Parce que si, comme vous l'avez dit tantôt, il faut voir un peu cette ligne. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, il y avait un petit soutien psychologique de la part de ces pays. Donc on a parlé tantôt récemment déjà de la tension diplomatique qu'il y avait entre Bazoum et surtout le président Goïta. Donc déjà, ça montre ça. Mais je crois que l'impact que ça va donner, si ces pays se réunissent, mais je pense que la CEDEAO est exclue d'office du Sahel, hein. Comme l'a dit Karim tantôt, qui a ajouté donc la Guinée, qui ferait un peu une ligne logistique à partir de Conakry en remontant jusqu'à Bamako, qui serait un hub. Donc là, c'est l'impact de la CEDEAO, à mon avis, c'est surtout la CEDEAO va être carrément isolée. La CEDEAO n'aura plus sa frange du Sahel. Moi, je pense qu'il y aura l'impact, et je pense qu'également, ça forcera peut-être la CEDEAO à mieux privilégier, disons, le dialogue. Ce qu'ils ont d'ailleurs commencé assez récemment. Bon, hier, d'accord, il y a eu un peu cette montée en puissance, ces ordres par rapport à une montée en puissance militaire. Mais moi, je pense que le fait que ces deux pays aient même envoyé des délégations et semblent, et à mon avis, ils sont résolus à les soutenir, ça va impacter les sanctions, autant à leur donner plus confiance, mais également à casser les sanctions économiques. Nous avons parlé tantôt de cette ligne. Donc Bamako a tenu les sanctions. Le Burkina également. Donc je crois que ça fera également une ligne de pays qui vont progresser. Et on a dit tantôt tout à l'heure qu'il y a 6 pays. Donc il y a des pays qui ont gardé leurs frontières. On appelle la Libye, on appelle le Tchad, l'Algérie, le Tchad qui est à côté. C'est une ligne directe. En route, là, de N'Djamena que Karim connaît bien, vous allez directement sur Niamey. Donc moi je pense qu'il y aura un impact qui peut-être forcera, et je pense que d'ailleurs forcera la CEDEAO à disons, tenir compte de ça. Et un autre pays sous transition a aussi apporté son soutien au Niger. Il s'agit de la République de Guinée dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya qui a fait savoir que les sanctions de la CEDEAO n'engagent en aucune manière leur pays et qu'ils resteront aux côtés du peuple nigérien et des nouvelles autorités au Niger. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette position des autorités guinéennes? Mais il faut savoir que les Guinéens ont depuis longtemps cherché à ouvrir le corridor Conakry-Bamako, pour concurrencer même le corridor Dakar-Bamako, comme le corridor Bamako-Abidjan. Donc ça fait partie de leur politique, sans compter leur proximité géographique. Si vous quittez... Et ce corridor, et je ne vous interromps pas mon colonel, mais ce corridor semble avoir été renforcé également durant les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali. Exactement. Beaucoup d'échanges commerciaux qui se faisaient entre Dakar et Bamako se faisaient finalement entre Conakry et Bamako. Mais absolument, c'est pourquoi nous avons senti durement, nous-mêmes qui avons sanctionné, nous avons senti les effets de ces sanctions. Mais passons encore au nord. Regardez le corridor qui risque de se créer entre Nouakchott et qui irait jusqu'à Bamako, qu'ils ont déjà cherché avec les G5 Sahel, ne l'oubliez pas. Même avant, la Mauritanie a toujours rêvé et a même offert à des privés maliens pendant la crise la possibilité d'utiliser le port de Nouakchott. On n'a pas encore entendu parler de la Mauritanie. Moi, je pense que ça aura un impact, puisque ces deux pays ont une ouverture sur le Conakry et bien sûr sur la Mauritanie, sans compter l'ouverture est vers le Tchad. Ça aura un impact qui certainement favorisera un peu le dialogue, le contact entre les deux pour préserver la paix, quoi. Qui va être brisé par... Et Karim, sur l'option militaire, les autorités guinéennes alertent la CEDEAO sur les conséquences qu'ils qualifient de désastreuses qu'elle pourrait engendrer dans la région ouest africaine et même pour l'organisation qui pourrait être appelée à être disloquée. Mais une intervention militaire de la Guinée n'est pas en tout cas à l'heure prévue aux côtés du Mali, du Burkina et du Niger. Quelle lecture faites-vous de cette position de la Guinée? Ils sont prêts à soutenir aujourd'hui les autorités du CNSP, mais pour pas encore d'intervention militaire aux côtés de ces 3 pays-là, à savoir Niger, Mali et Burkina. Oui, mais c'est une position de principe. Il est clair que la Guinée, qui est soumise également aux mêmes sanctions que les autres pays en transition,
connaît déjà bien cette situation et est en droit, effectivement, de prévenir contre, en tout cas, l'éventualité d'une intervention militaire. Mais ce qui est clair, au-delà même de la position affichée par la Guinée, il faut souligner que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont quand même une expérience d'une vie militaire en commun contre un peu les groupes armés, constituent, en tout cas pour la CEDEAO, un os difficile à faire passer. Parce qu'en réalité, je ne pense pas que la CEDEAO, qui a inscrit quand même dans son agenda le fait que tous les États doivent aller vers une intégration qui ne laisserait personne sur le quai, ne peut pas cautionner une action qui entraînerait de fait sa dislocation. Il est évident qu'une intervention armée, au-delà des problèmes que cela va poser aux populations déjà durement éprouvées par la pauvreté et tous les autres phénomènes, je vais revenir un peu sur même les actions de développement qui ont été initiées, on l'a dit, au niveau de la zone de Liptako-Gourma, avec surtout l'Alliance Sahel qui avait commencé à produire de bons résultats depuis 2019. On a pu voir qu'effectivement des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, qui partagent cette frontière commune de la zone, donc des 3 frontières, a pu, en tout cas avec l'aide de l'Union européenne, il faut le souligner quand même, commencer à initier des actions qui allaient dans le sens véritablement d'un relèvement du niveau de vie des populations. Malheureusement, avec ce qui est en train d'être plus ou moins concocté, il y a de ce point de vue-là une menace réelle qui se pose. Maintenant, que la Guinée puisse appuyer cette action est tout à fait normal. Je crois que le colonel Diop l'a suffisamment rappelé. La Guinée, comme la Mauritanie, ont des intérêts directs dans cette affaire-là, parce qu'il est évident que, aussi bien Conakry que Nouakchott pourraient constituer, en tout cas, des têtes de pont pour donc cette alliance qui se constituerait une alliance de fait. Et on reste sur ce point, malgré la fermeture de leurs frontières après le coup d'État contre le président Bazoum. Les frontières terrestres et aériennes du Niger ont été réouvertes avec 5 pays frontaliers, à savoir l'Algérie, le Burkina, la Libye, le Mali et le Tchad. Comment ces pays pourraient aujourd'hui davantage soutenir les membres du CNSP à faire face aux sanctions économiques de la CEDEAO? Vous aviez tout à l'heure commencé à développer là-dessus, mon colonel. Enfin, moi je pense que d'abord, ces pays, par exemple, je prends le cas de l'Algérie. Ces pays se sentent libres par rapport à la CEDEAO. Et donc, ont des intérêts, je dirais, géostratégiques donc, sur le Niger. Donc, moi, je pense que ces pays-là agiront sur la base de leurs intérêts. Parce que je crois que tous ces pays doivent prendre en compte, c'est les intérêts, comme disait un grand. Les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Je crois que par contre, j'ai le sentiment que la CEDEAO a des amis, quoi. Moi, je crois que ces pays-là, c'est les intérêts. On a parlé tantôt également de cette proximité entre les nouveaux dirigeants et par exemple les dirigeants du Tchad, qui se connaissaient avant, également avec les dirigeants de ces pays. Mais moi, je pense qu'avec ces nouveaux pays-là qui ont ouvert, c'est un problème d'intérêt et d'indépendance également. Le Tchad, la Libye, tout ça ne se sentent pas concernés par les actions de la CEDEAO. Et surtout si on reste sur ces questions des sanctions-là aujourd'hui, par quels moyens est-ce que Bamako et Ouagadougou, de l'autre côté, vous aviez donné tout à l'heure l'exemple de l'Algérie, du Tchad et d'un autre pays comme la Libye, mais Ouagadougou et Bamako, par quels moyens est-ce qu'ils pourraient aider aujourd'hui le voisin du Niger à davantage tenir face aujourd'hui à ces sanctions-là, surtout que le Mali avait été confronté à ça? Moi, je pense qu'il risquerait de créer carrément un couloir logistique. Récemment, vous avez vu qu'il y avait même une délégation qui partait à Niamey et qui a subi des attaques. Donc, moi, je pense que ça se passerait comme dans beaucoup de pays, donc des couloirs logistiques que les gens ouvriraient puisqu'ils se sentiront solidaires. Et j'ai rajouté également une autre composante, la contrebande également. Ça va être également le moment de forte contrebande. Et je partirai même de la CEDEAO. Regardez les populations du sud du Niger, que vous connaissez, Karim, et les populations du nord du Niger et du Nigeria dans la région de Sokoto. Mais c'est les mêmes populations Hausa qui habitent. Donc, il y aura, à mon avis, il risque d'y avoir les sanctions. Et d'ailleurs, le guide religieux même de Sokoto a été parmi les premiers à avoir fait le déplacement auprès des autorités du CNSP. Exact. Donc, quand on parle de la porosité des frontières, n'oublions pas que la frontière Niger est juste à 200 km de Niamey, alors que la frontière avec le Bénin est à 150 km. C'est pas loin. C'est des zones poreuses
où tout peut... Donc déjà, on parle donc de ces couloirs, de ces amis, mais également à partir de l'intérieur, je vois déjà une contrebande active qui pourrait se développer tout autour de ce corridor-là. Et Karim, absolument, comment la CEDEAO et certaines organisations internationales pourraient accompagner aujourd'hui le Niger pour une sortie de crise? Écoutez, je pense qu'il ne faudrait pas réinventer la roue. Je pense qu'il y a déjà un fait acquis. Il faudrait aller dans le sens des mêmes stratégies qui ont fait jusqu'ici plus ou moins leur preuve. C'est vrai qu'avec le Mali et le Burkina Faso, ce sont des transitions qui vont se terminer en 2024. Avec la Guinée également en fin 2024, début 2025. Par conséquent, je ne pense pas que le Niger soit considéré comme le mauvais élève. C'est un nouveau pays qui sera en transition certainement, mais s'assurer que ce sera une transition courte. Faire en sorte qu'avec les nouveaux dirigeants, il y ait une discussion ferme et qu'un médiateur soit constitué pour aller déjà négocier cela. Et des discussions fermes et également s'assurer que ce soit une transition courte. Pour cela, quel scénario pourrait être développé par la CEDEAO au Niger pour une sortie de crise? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Colonel Seyni Diop, à l'issue d'un deuxième sommet extraordinaire tenu sur le Niger, à l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, l'organisation a maintenu ses sanctions politiques, économiques et financières et a activé sa force en attente, ce qui montre que l'option militaire n'est toujours pas abandonnée. Que pensez-vous d'abord des conclusions de ce sommet du 10 août dernier sur le Niger et des sanctions maintenues à l'encontre du Niger? Bon, moi, je pense que la CEDEAO est toujours dans sa logique, dans sa lancée. La CEDEAO s'est déjà engagée. Donc d'abord, c'est normal, c'est la position normale. Ils avaient déjà pris des dispositions dans ça. Il est toujours dans ses positions de principe. Dans ses positions de principe. Donc, qui ne fait pas ça, va avoir ça. Moi, ce que je vois dans ça pour la CEDEAO, c'est que la CEDEAO risque de maintenir ça. C'est une logique pour ces sanctions-là, de les maintenir. Mais je pense que c'est tout à fait normal. C'est dans la logique. Et vu la situation générale, moi je pense qu'ils vont tenir compte de tout ça. Ils vont avoir plus de temps, plus de recul. Je pense moins d'émotions et activer la force d'attente. Je crois que c'est normal. Mais en dernière position, donc après le dialogue. Et puis comme on le dit, la guerre, parce que c'est une guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est pourquoi je pense qu'ils sont revenus dans ça. Donc maintenant, ils n'excluent plus le dialogue, mais c'est normal qu'ils mettent en attente une force qui, à mon avis, je pense que, comme beaucoup le souhaitent, ne sera jamais mise en exécution, disons, vraiment opérationnelle. Et on reste sur ce point que vous venez de soulever. Juste après le premier sommet extraordinaire sur le Niger et l'ultimatum qui avait été fixé au CNSP, vous aviez publié d'ailleurs une contribution dans laquelle vous disiez que vous ne pensez pas que la CEDEAO puisse recourir à sa force pour réinstaller au pouvoir le président Bazoum démocratiquement élu, comme cela avait été réussi au Sénégal en juillet 2000, par le Sénégal plutôt, en juillet 1981 au profit du président Diawara, aussi victime d'un coup d'État à Bissau. Êtes-vous toujours du même avis et pourquoi? Puisque la CEDEAO est toujours dans cette position de principe, donc êtes-vous toujours du même avis et pourquoi? J'ai cité ça. Je voulais juste dire, en citant la Gambie de 81, la Gambie de 2017, et voire même l'opération Restore Démocratie de Haïti de 1994, c'est toujours pour montrer que les situations diffèrent. Donc, les situations diffèrent. Donc, ce que la CEDEAO a pu faire, même au Libéria dans les années 90, diffère largement, parce que c'est la géographie. Ah tiens, j'ai devant moi un Karim, le géographe. Donc rien que la géographie montre qu'il est difficile de refaire, ou en tout cas de réussir les mêmes opérations. On dit souvent que l'histoire bégaye, mais je ne pense pas que l'histoire puisse se répéter dans ce sens. Puisque la Gambie, par exemple, c'est une région, on peut aller du Sénégal. Le Libéria a une côte où la CEDEAO pouvait vraiment débarquer. Alors que le Niger,
c'est une autre situation. À l'intérieur des terres, comme je l'ai dit tantôt, où la CEDEAO, les forces de la CEDEAO auront même un problème pour trouver ce qu'on appelle une tête de pont, un point d'appui. D'abord, comment y aller ou l'installer. Et voire même pour trouver, même, je dirais même, un objectif stratégique, pour trouver où est-ce qu'il faut frapper. Vous avez parlé tout à l'heure, Karim, des populations qui ont déjà assez souffert. Donc c'est pourquoi je pense que ces opérations qui s'étaient déroulées, que ce soit en Haïti, que ce soit en Guinée, en Gambie, en 1981, puisqu'en 2007, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de coup, il n'y aurait pas d'action militaire, parce que je voyais un peu les forces devant. Mais cette fois-ci, je pense que la CEDEAO tient plus compte maintenant, à mon avis, de la situation géopolitique du terrain. Et je pense que c'est de plus en plus, ils tiendront compte de ça dans leur planification pour savoir exactement quelles sont leurs capacités par rapport au terrain, par rapport aux distances, par rapport même à leurs objectifs. Je pense que la CEDEAO tient compte de ça. Et sachant que le Sénat nigérian a rejeté également une intervention militaire de son armée et prône plutôt la situation pacifique à travers la diplomatie. Et par rapport à l'exemple de juillet 81, je rectifie, c'était plutôt Daouda Kairaba Diawara de la Gambie et non de la Guinée-Bissau. Et Karim, la CEDEAO a activé aussi sa force en attente pour une éventuelle intervention militaire au Niger, même si cela reste une solution de dernier recours, c'est-à-dire après les médiations et autres actes diplomatiques. Quelles conséquences aujourd'hui de l'usage de la force au Niger? Bon, déjà, le fait de parler de l'activation de la force régionale d'attente me semble être une bonne chose, parce qu'en fait, cette force avait fini par devenir une sorte d'arlésienne, quelque chose dont on parle mais qu'on ne voit jamais. C'est depuis 2004 que cette force était censée se mettre en place. Jusqu'à présent, cette force n'a pas été effective. Maintenant, est-ce que cette force pourrait quelque part changer la donne au Niger? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas dans la mesure où il y a beaucoup de contingences, beaucoup de faits qui font que actuellement, ce sera très difficile quand même à la CEDEAO de vouloir utiliser la force pour faire revenir un président déchu et dont véritablement l'éviction a été constatée. Un nouveau gouvernement a été mis en place avec certainement un programme qui va être déroulé. Je pense que la meilleure option pour la CEDEAO, c'est vrai, de privilégier le dialogue en mettant en sorte de faire que cette médiation... Et Karim, l'organisation tient-elle compte également des réactions populaires? On voit aujourd'hui à Niamey de plus en plus des groupes de jeunes s'organiser comme brigade de veille, si on peut l'appeler ainsi, pour protéger eux-mêmes la capitale et sécuriser, ils le disent, les autorités du CNSP. Donc est-ce que ces données-là également sont prises en compte par rapport à une éventuelle intervention ou non militaire? Mais justement, c'est un fait qu'il faut véritablement regarder avec beaucoup d'attention. On a pu voir qu'il y a quelques jours, un ancien ministre qui était membre de la rébellion avait parlé de mettre en place un cadre pour venir éventuellement pour résister contre donc, ce qu'il considère comme l'éviction en fait, du président Bazoum. Mais de toute façon, il est clair qu'avec ce soutien massif, en tout cas d'une bonne partie de la population nigérienne, le CNSP au pouvoir a actuellement, en tout cas, toutes les cartes en main. Maintenant, du côté de la CEDEAO, je pense qu'effectivement, cette activation de la force régionale peut se faire, disons, dans les principes. Ce serait même bien, je le disais, parce que depuis toutes ces années que cette force a été chantée, elle n'a pas encore donné l'effectivité. C'est une force qui devrait constituer 6500 hommes, constitués de policiers, de militaires et de gendarmes, mais dans tous les de civils également, mais dans tous les cas, il pourrait, en tout cas avec surtout un apport important du Nigeria, constitué jusqu'à 20 000 ou même 25 000 hommes, mais même au Nigeria, le colonel Diop l'a rappelé tout à l'heure, il y a des réticences. D'abord au plan institutionnel avec le Sénat, qui a une forte majorité, disons une écrasante majorité de plus de 90%, dénoncer cette éventualité donc d'une intervention, mais également la réalité concrète sur le terrain. Parce que pratiquement tous les États du Nord, de Borno à Kano, en passant par Sokoto et autres, sont des États qui sont résolument contre l'usage de la force. D'autant plus que ce sont des populations qui sont des Haoussa pour la plupart, de part et d'autre. Donc ce sera très difficile en tout cas de mettre en
place cette force et le fait même de projeter des hommes sur des distances très longues me paraît très problématique. Vous savez, la distance entre Ouaga et Niamey, c'est 512 km. Et la distance entre Niamey et Agadez, 800 et quelques kilomètres. Pratiquement 900. Niamey-Zinder, c'est autour de 900 km, presque 1000. Par conséquent, comment sur des distances aussi importantes vouloir effectivement imposer une force qui pourra faire revenir un président déchu? Là, se pose toute la question. Et il y a aussi d'anciens chefs d'État nigériens qui ont signé également une tribune pour inviter également la CEDEAO à revoir ou bien à lever les sanctions aujourd'hui économiques et financières, surtout puisque ce sont des sanctions qui sont fortement ressenties et plus ressenties par les populations plutôt que par les autorités du CNSP. Et mon colonel, quels sont les risques également encourus par la CEDEAO, le Niger et même les souteneurs du Niger si aujourd'hui une éventualité d'intervention militaire venait à se confirmer? Quels sont les risques encourus de part et d'autre? Moi, je crois que Karim l'a dit tantôt. Le grand risque, c'est l'implosion de la CEDEAO. C'est l'implosion de la CEDEAO d'abord au plan politique. Si vous attaquez les deux autres pays, le Burkina et le Niger et le Mali, solidaires, disent que toute attaque est une attaque dirigée contre eux. Mais n'oublions que le Burkina allait de Ouagadougou jusqu'à Niamey, là, ça ne prend pas de temps. Hein? Donc pensez déjà à ce renforcement du dispositif. Et Karim a tantôt dit qu'on a l'impression qu'il y a même une zone, je ne dirais pas une zone tampon, mais je dirais que carrément une zone difficile à traverser difficilement quand il a parlé un peu de ces États. Puisque le Niger, c'est une fédération quand même qui longe donc la frontière des mêmes pays. Moi, je pense que la CEDEAO va tenir compte de tout ça, pour, comme nous l'avons dit tantôt, vu la difficulté, vu tout ce qui se passe, vu ces pays qui sont liés. Et je pense que ce sera ce qui va être vraiment, ce qui va privilégier pour, comme il a dit tantôt, dialoguer, envoyer le bon médiateur qu'il faut, prendre le calendrier qu'il faut, disons, accepter de part et d'autre pour aller vers les négociations. On ne peut pas attaquer. Et disons, un pays qui est à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous à mon avis, c'est comme si vous vous attaquiez vous-même, quoi. Moi, je pense que l'option militaire, enfin, nous on l'aurait bien, nous l'aurions bien souhaité là où les choses se passent. Absolument. Là où vraiment une action militaire peut se passer avec, en face, disons, des adversaires, des outils stratégiques, des terrains à contrôler. Là, nous verrions ça. Mais je ne vois pas trop quel terrain, quel objectif à saisir, que ce soit à Niamey, que ce soit à Dosso, que ce soit, vous avez cité tantôt des zones de zéro, mais à mon avis, ne serait-ce que vers la zone de Tchelabir, qui me paraît être la zone qui les intéresserait, de Tchelabir à Niamey au sud. C'est pourquoi je pense que tous ces facteurs, toute cette complicité, toute cette complication qui diffère de cette situation, des situations qu'on a évoquées, quand on parle de Libéria, de la Gambie et tout ça, fera, à mon avis, que de plus en plus, cette option militaire va attendre encore. Et la CEDEAO semble avoir tenu aussi compte de toutes ces complexités-là à l'issue de ce deuxième sommet, puisque même si l'organisation régionale n'exclut pas l'usage de la force militaire, une résolution pacifique de la crise au Niger reste quand même la solution première de l'organisation. Ce, à travers la diplomatie et les différentes médiations entreprises. L'organisation, selon vous, a-t-elle rétro-pédalé ou suit-elle toujours sa logique de lutter contre les formes de prise de pouvoir anticonstitutionnelles et antidémocratiques? Enfin, moi, je sens, disons, une rétropédalage, disons, le retour de la raison, quoi, sur l'émotion, quoi. Comme je disais tantôt, au début, j'ai senti beaucoup d'émotions, quoi, qui peuvent rappeler même la guerre de Troie, quoi. On a l'impression qu'il faut aller sauver le président, qui nous rappelle un peu Hélène, quoi, qui avait été prise par les Troyens, quoi. Peut-être que la CEDEAO trouvera un cheval de Troie pour entrer dans cet territoire difficile comme les Troyens ont eu à le faire. Donc moi je pense qu'ils finiront par s'entendre vu les complexités, parce que c'est vraiment une situation complexe. Je pense que de plus en plus ils ont pris conscience de cette situation et que cette force, ça va peut-être même être, comme a dit Karim, l'occasion en fait de voir cette force finalement se mettre en place. Notons que cette force, c'est quand même une ponction des différents pays contributeurs. Bien sûr. La Côte d'Ivoire dit je donne 1100 hommes, peut-être le Sénégal, peut-être un autre pays.
c'est pas une force qui est là, qui est dénommée XX. Non, ce sont des ponctions, c'est disons de la contribution, comme on fait à l'ONU, quoi. Voilà un peu comment je vois un peu cette situation qui va... Et Karim, la France compte apporter son plein soutien à la CEDEAO. C'est le Quai d'Orsay, la chef de la diplomatie française, qui l'a fait savoir. Une contribution dans l'application de l'ensemble des conclusions issues de ce deuxième sommet de la CEDEAO. Les États-Unis, pour leur part, sont beaucoup plus prudents et ils sont beaucoup plus pour une résolution pacifique de la crise par la diplomatie. À cet effet, d'ailleurs, la chef adjointe par intérim de la diplomatie américaine, Madame Luland, a rencontré à Niamey des membres du CNSP, en l'occurrence l'actuel chef d'état-major des armées nigériennes. Aujourd'hui, quel scénario vous semble plus plausible par rapport à la situation qui se passe au Niger? Quel scénario vous semble plus plausible face à la situation au Niger et dans le Sahel? Écoutez, Daouda, le scénario ne peut être qu'un scénario, disons, à 100% africain. Parce que de toute façon, je le disais dans une chronique la semaine dernière, on a l'impression qu'on veut nous imposer une guerre par procuration. Beaucoup s'imaginent qu'effectivement, il y a des puissances extérieures qui poussent les États de la CEDEAO à se mener une guerre, disons, perdue d'avance. Parce que de toute façon, qui gagnera? En réalité, la France, vous l'avez cité, est un pays qui est en première ligne, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ce qu'il prouve. Et beaucoup y voient une réplique en Afrique de la guerre qui se mène en Europe entre l'OTAN et la Russie. On peut le penser. C'est vrai qu'on peut penser à ce glissement parce qu'on parle de la présence déjà de 1500 soldats français donc dans la base aérienne de Niamey. Il y a le millier de GI américains à Agadez. Il y a également les Russes présents par, disons, l'entremise de Wagner au Burkina Faso ou au Mali. Et on évoque de plus en plus leur arrivée en territoire nigérien. Mais de toute façon, il est clair que la CEDEAO ne peut pas et ne doit pas certainement favoriser une intervention qui serait plus ou moins appuyée par d'autres forces extérieures. Parce qu'il est évident que dans le domaine du renseignement ou de l'appui aérien, sans la présence d'autres forces, disons hors en tout cas du continent africain, ce sera très difficile pour la CEDEAO de parvenir à ses fins. Il est clair qu'on a vu les Américains au niveau d'Agadez avec tout ce qu'ils contrôlent par les drones et autres, ils contrôlent le ciel africain de Dakar pratiquement à Djibouti. Par conséquent, rien ne peut se faire un peu sans leur aval. Et vous l'avez dit, les Américains ont beaucoup assoupli leur position en privilégiant le dialogue. D'autant plus que beaucoup parmi les officiers qui dirigent actuellement le CNSP, comme Moussa Salahou Baroumou, l'actuel chef d'état-major des armées, ont fait leurs, disons, études académiques au niveau des États-Unis, au niveau de Fort Bragg, essentiellement. Par conséquent, ce sont des hommes que les Américains, que les Occidentaux connaissent, et certainement, il ne faudrait pas, en tout cas, imposer à toute la zone du Sahel une guerre qui, de toute façon, ne fera l'affaire que des groupes armés. Et actuellement, Karim, 3 pays francophones sous transition militaire, actuellement 4 avec le Niger. Beaucoup dans ces pays, on parle souvent de sentiments anti-français. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, ou bien est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de revoir la position française au Sahel, ou dans certaines parties, ou chez certains partenaires aujourd'hui, dans cette région ouest africaine? Écoutez, je pense qu'il y a encore des résistances du côté de la France. Mais de toute façon, le gouvernement français a lui-même commandité des études, en tout cas mené des travaux qui lui ont permis de connaître, disons il y a plus de 10 ans déjà, cette situation, cette évolution du sentiment anti-français justement. C'est eux-mêmes qui l'ont dit à travers des rapports. On a parlé de l'effet pangolin avec la crise du Covid et toutes les conséquences qu'il y aurait avec certainement des pouvoirs qui vont être plus ou moins chahutés. Mais on a vu également le rapport du Sénat français. Certains observateurs, à la place d'un sentiment anti-français, parlent plus de revoir aujourd'hui certaines positions et politiques françaises à l'égard de leurs partenaires africains, surtout de ces pays francophones. Justement, mais déjà, même le gouvernement français, à travers en tout cas le Quai d'Orsay, avait déjà émis un certain nombre de réflexions par rapport, en tout cas, à la, disons, à une nouvelle vision, même de la politique française en Afrique. Et cela a conduit à beaucoup de faits auxquels on a assisté.
quand le président Emmanuel Macron recevait justement des jeunes Africains avec qui il voulait avoir un dialogue direct, on a pu voir qu'il y avait déjà un changement de paradigme par rapport à cela. Mais je pense que les Français doivent aller encore un peu plus loin. C'est vrai qu'il y a des problèmes stratégiques qui se posent, il y a des enjeux géostratégiques, géopolitiques qui nous dépassent certainement. Certains ont pensé qu'il serait éventuellement quelque part dans l'idée de transposer d'autres phénomènes comme ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, mais de toute évidence, il appartient aux Africains d'abord et à la CEDEAO en particulier, de privilégier le dialogue entre nos différents pays pour véritablement trouver la voie, en tout cas, d'une paix durable. Colonel Diop, comment privilégier le dialogue entre la CEDEAO et les actuelles autorités du Niger si l'on sait que la situation est toujours tendue entre les deux parties? D'ailleurs, quelques jours ou bien à la veille même du deuxième sommet extraordinaire sur le Niger qui s'est tenu à Abuja, les autorités du CNSP ont refusé de recevoir une délégation conjointe qui devait réunir la CEDEAO, l'UA et d'autres représentants sous prétexte ou bien ce qui avait été avancé en tout cas comme argument, c'était que c'était pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, comment renouer ce fil du dialogue entre la CEDEAO et les actuels tenants du pouvoir au Niger? D'accord, merci Daouda. Mais avant de répondre, je vais peut-être rajouter dans ce que Karim disait tout à l'heure par rapport à cette guerre, que ce soit par procuration, qui devait être évitée à tout prix. Vous l'avez raison, il n'y a que les Africains qui perdraient, notamment les Africains, notamment les Sahéliens. Donc c'est à éviter. Ça nous rappelle quand les Africains ont laissé faire la guerre en Libye. Donc là, ça fait partie encore des conséquences. Donc c'est pour inviter encore beaucoup plus donc, les Africains à faire attention à ne point accepter une opération militaire, que ce soit à partir d'eux-mêmes, de manière souveraine, ou bien qu'il y ait des influences étrangères. Donc c'est à éviter, puisque nous avons déjà vécu l'exemple de la Libye. Tout ça et pour conforter ce que vous dites, une bonne partie de ce qui se passe présentement au Sahel, ce sont les conséquences de cette guerre-là qu'il y a eu en Libye. Exactement. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait accepter donc, une guerre au sein du Sahel, ou comme vous l'avez dit encore Karim, que ceux qui en bénéficieraient réellement, ce sont ces terroristes qui rêvent de créer un État. Donc là c'est comme si ils doivent actuellement dans leur coin en train d'applaudir tout doucement. Donc c'était juste pour vraiment encore mettre encore en œuvre ce souci vraiment qui doit guider les Africains, faire tout pour éviter un conflit parce qu'on en a assez à faire. Et pour revenir également à votre question, c'est pourquoi je réponds à votre question. Donc, pour moi, il n'y a que le dialogue, comme vous l'avez dit. Et vous avez dit comment faire le dialogue. Comment renouer ce fil du dialogue, surtout vu les suspicions qui existent. Je reprends Karim tout à l'heure. Moi, je crois d'abord, c'est la nomination d'un vrai médiateur. Un médiateur qui est accessible de tous, qui est vraiment sélectionné, qui pourra tenir, qui a vraiment une certaine impartialité, pour ne pas dire neutralité, et vraiment qui pourra vraiment asseoir tous ces deux partis sur les mêmes tables de négociation, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, et comme nous l'avons dit tantôt, dialoguer et ne pas inventer la roue, vous l'avez dit tantôt Karim, il y a un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je pense qu'ils ne sont pas faits. D'autant qu'ils ont déjà nommé un gouvernement avec des civils, comme vous l'avez dit. Ils ont respecté plus ou moins le genre. Moi, je pense que le dialogue, c'est ça. Ça, c'est l'action. Mais moi, je crois également, moi, je l'ai dit ici, la prise en compte des réelles capacités de la CEDEAO, à mon avis. Karim l'a dit tout à l'heure, d'accord, il y a un coup d'État militaire. Vous avez parlé tantôt de ces coups d'État constitutionnels que la CEDEAO avait plus ou moins laissé faire. Donc il y a un problème d'équité. Moi je crois que d'abord revenir à cette équité, privilégier le dialogue, d'abord être conscient de ses véritables capacités. Sinon, on vous annonce quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ça crée un problème de crédibilité. Le dialogue, le médiateur qui va bien et qui pourra, à mon avis, aller voir ces nouveaux gouvernants et travailler ensemble, puisque on ne peut pas taper aussi violemment un membre, se taper dessus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Une guerre là-bas, au Niger, c'est vraiment
se faire harakiri, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, bien que j'ai passé, comme vous le savez, tout mon temps quand même dans les... Et à côté de ces missions officielles-là de médiation dont vous avez parlé ou bien que vous attendez, se développent aussi d'autres formes de médiation déjà à titre privé, avec les militaires au pouvoir au Niger. Certaines même de ces médiations privées, en tout cas, sont faites avec l'aval de la CEDEAO. On peut citer la visite privée du guide religieux de Sokoto à Niamey, je le disais autant pour moi au cours de cette émission. Il y a également la visite récente de l'ancien émir de Kano et très influent chef religieux Mohamed Sanusi II, qui a été aussi directeur général de la Banque centrale du Nigeria. Je rappelle que ce dernier a été accueilli par le général Tchiani en personne. Quel impact de cette forme de médiation également dans la diplomatie et dans la recherche de solutions pour une sortie de crise au Niger? Mais je pense que c'est à privilégier. Il a dit tantôt que certains nouveaux gouvernants militaires ont étudié aux États-Unis. Mais d'après ce que j'en sais, l'homme fort actuel a étudié ici au Sénégal. À l'ENOA même, quoi. Il est ici de notre formation militaire. Donc moi, je pense qu'il faut privilégier encore ces relations directes, quoi. Ces relations, vous avez dit tantôt les populations, vous avez encore dit les mirs de Kano et autres là qui se sont déplacés avec ces populations. C'est les mêmes populations, Aoussa, comme vous l'avez dit, qui sont de la frontière de Bosso jusqu'à Niamey, quoi. Hein, n'est-ce pas, Karim Niamey, qui est un peu plus ou moins germain, n'est-ce pas? Si je connais bien germain, la position de Niamey, qui est un peu plus au nord par rapport à la frontière. Je crois que c'est à privilégier, c'est diplomatie de proximité. Je vous donne un cas concret. En 2002, lorsque nous étions à la CEDEAO, la MICC, mais nous avions beaucoup privilégié le contact direct. En ce moment, j'ai eu la chance, je ne sais pas, d'être le commandant de contingent Sénégal et d'être également le chef de la planification. Mais nous allions rencontrer les forces loyalistes au sud, on était basé près de Yamoussoukro, et nous allions également au nord. Mais je me rappelle les colonels Michel Gueux, colonel Bakayoki et autres, ils avaient des promotionnaires parmi nous. Et croyez-moi, ça a vraiment facilité, c'est ça au part de la rencontre de Tchibissi du 3 mai 2021, de 2003, que beaucoup ne connaissent pas. Pour la première fois, de manière, une initiative des militaires, c'était la première rencontre. Je pense qu'il faut favoriser ces initiatives locales, plus également ce grand médiateur vraiment qu'il faut bien pour impliquer, disons, toutes les couches, toutes les composantes des sociétés africaines, puisque comme dit Karim, l'affaire se passe entre nous ici même. Il ne faut pas qu'on laisse les autres là venir ici. Imposer toutes les couches, impliquer en tout cas toutes les couches, toutes les composantes et toutes les parties prenantes pour trouver ensemble des solutions pour une sortie de crise par rapport à ce qui se passe au Niger. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions colonel Seyni Cissé Diop. Vous êtes fondateur du Centre Défense et Sécurité, GS7 Solutions. Merci encore d'avoir été avec nous et ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda. Merci également à M. Abdou Karim Diakhaté, je le disais en introduction, un habitué du plateau du débrief. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci au colonel. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.